Avant de commencer, prenez une grande inspiration. Ce que vous allez entendre est l'un des témoignages les plus puissants jamais donnés dans un tribunal américain. Usher, star mondial du R&B, a brisé 20 ans de silence pour révéler ce qu'il a vécu dans l'univers secret de Sean Diddy Combs. Ce récit va vous choquer, vous émouvoir, vous faire réfléchir. Si vous êtes prêt à entendre la vérité derrière les projecteurs, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque mot compte. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos enquêtes et témoignages exclusifs et laissez votre avis en commentaire. Pensez-vous que d'autres stars oseront, elles aussi, briser le silence? Regardez cette vidéo jusqu'au bout pour comprendre ce que l'industrie musicale ne vous a jamais montré. Le silence brisé, Usher entre dans la lumière du tribunal. Lorsque la salle d'audience fut plongée dans un silence glaçant, personne ne s'attendait à ce que la silhouette suivante appelait autant de souvenirs que de doutes. Usher Raymond, icône du R&B, star planétaire récompensé aux Grammy Awards, venait témoigner. Mais ce jour-là, il ne venait pas parler de musique, de carrière ou de production. Il venait déposer sous serment sa vérité. Une vérité qu'il avait enfouie pendant plus de 2 décennies. Ce qu'il révéla devant les jurés, dans cette pièce figée d'incrédulité, n'avait rien à voir avec les strass et les paillettes. Il s'agissait d'un monde caché derrière les rideaux dorés de l'industrie musicale, un monde où pouvoir, manipulation et abus se confondaient. À 14 ans, Usher était un adolescent prometteur, prêt à gravir les échelons de l'industrie grâce à un mentorat organisé par Laïm Red. Le mentor choisi? Sean Diddy Combs, alors au sommet de son influence dans le milieu. Ce qui devait être une opportunité unique s'est transformé en cauchemar silencieux. Devant le tribunal, Usher raconta le moment où sa mère lui annonça qu'il allait vivre avec Diddy à New York. « Je croyais que j'allais apprendre à devenir une star », déclara-t-il. Mais ce qu'il découvrit dans le luxueux penthouse de Midtown Manhattan n'avait rien d'un conservatoire de talent. Champagne au petit déjeuner, inconnus inconscients dans des pièces jamais visitées, célébrités débraillées, ce n'était pas un lieu d'apprentissage, mais un théâtre d'excès. Ils appelaient ça le Flavor Camp, expliqua-t-il. À l'époque, Usher pensait qu'il s'agissait d'un concept marketing. Il comprit plus tard qu'il s'agissait d'un mot de code pour un univers d'indulgence, de manipulation et de domination. Selon son témoignage, Diddy ne lui enseignait rien sur le chant, la scène ou la composition. Il lui demandait d'observer, de se taire et d'absorber un mode de vie basé sur l'impunité. « C'est comme ça que les hommes agissent », lui aurait dit le producteur, le poussant à ne pas poser de questions. Une nuit en particulier, Usher se réveilla vers 3 heures du matin. Musique faible, couloir éclairé à la bougie, silhouette masquée entrant dans l'appartement. Il croyait être sur un plateau de tournage. Ce qu'il vit ensuite, il le décrivit comme un rituel, une fête où tout semblait orchestré, documenté, observé. Je me souviens m'être dit que je n'aurais jamais dû voir ça. Cette nuit-là, quelque chose se brisa en lui. Ce n'était plus seulement une immersion prématurée dans un monde adulte, c'était un engrenage où le consentement et l'innocence perdaient toute valeur. Aucun adulte ne nous a protégés, dit-il en parlant de lui et d'autres jeunes artistes qu'il refusait encore de nommer. Il savait, mais ils ont préféré fermer les yeux. Il parla ensuite d'un voyage privé aux Caraïbes lorsqu'il avait 15 ans. Un prétendu retraite musicale qui s'est révélé être tout autre chose. « Je n'étais pas là pour apprendre la musique, dit-il, et je n'avais pas le choix. » Ces mots glaçants témoignent d'un isolement voulu, planifié, dans un endroit sans presse, sans caméra, où les lignes de la moralité semblaient effacées. Le lien avec Diddy changea après ce voyage. L'homme, autrefois jovial, devint contrôlant. À chaque tentative d'indépendance, Usher se voyait rappeler que sa carrière dépendait de cette loyauté silencieuse. « Tu ne mords pas la main qui te nourrit », lui répétait-on. Aujourd'hui, dans la salle d'audience, Usher répondit face à l'accusé « Tu ne m'as pas donné cette vie, tu m'as donné des cauchemars ». Mais le plus révélateur restait à venir. Il évoqua alors un contrat qu'il avait signé à 16 ans sous la forme d'un accord de confidentialité. Il croyait à l'époque qu'il s'agissait d'un simple NDA, Non-Disclosure Agreement, pour protéger les secrets commerciaux de Bad Boy Records. Mais le contrat mentionnait aussi explicitement des événements privés, des enregistrements audiovisuels et l'interdiction de reproduction non autorisée. À l'époque, il ne comprenait pas la moitié du jargon juridique. Sa mère co-signa le document, convaincue par les avocats du label qu'il s'agissait d'une formalité. En réalité, ce contrat scella son silence pendant des années. Des masques tombent, le contrat du silence et les années perdues. Usher poursuivit son témoignage devant un public médusé en déroulant la suite d'un récit qui, plus qu'un simple dépôt juridique, sonnait comme une libération publique. À l'âge de 16 ans, alors qu'il croyait signer un banal contrat de confidentialité pour protéger les affaires internes du label Bad Boy Records, il fut, selon ses mots, acheté au silence. Ce document, aujourd'hui versé au dossier du tribunal, devint l'arme invisible de son enfermement psychologique. Ce contrat, disait-il, l'empêchait de parler de tout ce qu'il avait vu.
les fêtes privées, les invités anonymes, les comportements déviants. Ils m'ont dit que c'était pour protéger la marque, déclara-t-il. Mais personne ne s'est demandé ce que cela m'a fait à moi. En 2009, alors qu'il se préparait à une interview avec un grand média américain, les choses prirent une tournure glaçante. À peine les questions commencèrent-elles à devenir personnelles qu'il reçut un appel de l'ancienne équipe juridique de Bad Boy. « Nous espérons que vous ne mettez pas votre réputation en danger », lui dirent-ils. Le message était clair, « Tais-toi ». Mais ce n'était pas seulement les avocats. Usher déclara avoir aussi reçu des appels anonymes, des menaces voilées, des rappels silencieux que le passé n'était jamais loin. Vous croyez avoir quitté ce monde, mais lui ne vous a jamais quitté. Dans la salle d'audience, il montra une copie de ce fameux NDA. Les termes anodins sur le papier prenaient une dimension sinistre, à la lumière des faits qu'il révélait. Soirée filmée, archives privées, jeu de pouvoir. Sa voix trembla. Ce document m'a fait croire que j'étais fou, que tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti, n'existait pas parce que je n'avais pas le droit d'en parler. Puis vint un souvenir, Atlanta, 1996. Usher, alors âgé de 17 ans, suivait Diddy dans une somptueuse villa remplie de célébrités et de visages inconnus. Une fête privée. Mais ce qui l'avait marqué, c'était une porte verrouillée, gardée par un vigile. Diddy glissa un mot au garde, la porte s'ouvrit. « Tu n'es pas encore prêt pour ça ?» lui dit-il en souriant. Mais Usher jeta un œil, il y avait des gens masqués. Je ne dirai pas plus, je ne savais même pas ce que je regardais. La salle resta sans voix. Dans une tentative de se reconstruire, Usher raconta avoir commencé un journal intime en 1998. D'abord conçu pour recueillir des idées de chansons, il devint vite un exutoire où il consignait ses souvenirs, ses doutes, ses cauchemars. Dans une entrée datée de mars 1999, il nota « Dîner avec Diddy et 3 types que je ne connaissais pas ». Ils parlèrent de loyauté. Diddy a ri en disant « La loyauté te garde en tournée, l'honnêteté te ramène chez toi ». Autre passage, octobre 2000, « Trop de secrets, trop de masques ?» Diddy dit que c'est la culture, moi je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on lui demanda s'il avait partagé ses écrits, il répondit que non. J'avais peur de tout perdre, et je croyais que personne ne me croirait. Pourquoi parler maintenant ? Parce que j'ai assez porté ça. Il est temps que la vérité sorte. Et puis, il raconta une scène restée jusqu'alors cachée à tout le monde, même à ses amis les plus proches. En 1997, à l'âge de 18 ans, Diddy l'avait emmené à Miami pour rencontrer un investisseur qui, selon lui, pouvait financer sa première tournée mondiale. Usher, enthousiaste, s'était vêtu de son plus beau costume. Mais à son arrivée dans la suite d'un hôtel de luxe, il trouva 3 hommes en peignoir, du champagne hors de prix et plusieurs jeunes femmes silencieuses. L'un des hommes m'a demandé si je voulais qu'on se souvienne de moi pour toujours, raconta-t-il. Il ne parlait pas de musique. Diddy sortit de la pièce. Usher se retrouva seul. Ils ne m'ont pas touché, mais l'un d'eux m'a mis la main sur l'épaule et m'a dit « Tu peux rester ou partir, mais tu n'auras plus jamais une autre chance comme celle-ci. » Il partit. Et dès ce moment, tout changea. Une tournée fut annulée sans explication, un producteur se désengagea brutalement. Personne n'a jamais dit que c'était à cause de cette nuit, expliqua-t-il. Mais les portes, soudainement, se sont toutes refermées. Et ce n'était que le début. Peu de temps après, Diddy lui montra une vidéo issue d'un caméscope portatif. Il en riait. C'était un autre jeune artiste, dit Usher. Il faisait quelque chose que je suis sûr qu'il n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas été poussé. Quand l'avocat lui demanda si Diddy l'avait menacé, Usher répondit « Il n'avait pas besoin de le faire. Les gens autour de lui s'en chargeaient, pas avec des mots, avec le silence, avec l'exil. » Ce fut à ce moment précis que le tribunal comprit. Ce procès ne porterait pas seulement sur des actes isolés. Il s'agissait d'un système, d'un mode opératoire, d'un empire bâti non sur le talent, mais sur la soumission. Usher, pourtant mondialement connu, s'était longtemps tu, jusqu'à ce qu'un autre garçon, bien plus jeune, vive un parcours similaire. Et son nom allait bientôt apparaître dans cette affaire, Justin Bieber. Justin, le miroir brisé, une génération piégée. Alors que l'audience touchait à son point de bascule, Usher décida de livrer l'une des parties les plus douloureuses de son témoignage, le cas de Justin Bieber. Pour beaucoup, Usher est le mentor qui a découvert et propulsé le jeune prodige canadien vers la célébrité mondiale. Mais pour lui, cette relation est aujourd'hui teintée de regrets et d'un profond sentiment de culpabilité. Au départ, tout était positif, expliqua Usher. Je voulais être pour Justin le grand frère que je n'avais jamais eu. Je voulais le protéger. Mais cette dynamique protectrice bascula brutalement lorsque Diddy entra dans l'équation. Selon le témoignage, Diddy aurait commencé à inviter Justin Bieber à des fêtes privées, utilisant le même terme codé qu'il avait jadis utilisé avec Usher, Flavor Camp. Un euphémisme désormais lourd de sens pour désigner un environnement que personne ne souhaitait nommer, mais que tous semblaient tolérer. Il avait 15 ans, déclara Usher avec une voix basse, et il le traitait déjà comme un adulte. Il raconta ensuite un appel resté gravé dans sa mémoire.
Une nuit de 2011, Justine l'appela sans dire un mot au départ. J'entendais seulement sa respiration. Puis la voix de l'adolescent brisa le silence. « Je veux rentrer à la maison ». L'équipe d'Usher tenta de localiser le jeune chanteur qui resta introuvable pendant 2 jours. Lorsqu'ils se revirent enfin, Bieber n'osa même pas le regarder dans les yeux. Il répéta simplement « C'est bon maintenant, je vais bien ». Mais pour Usher, rien n'était bon. Et rien n'était fini. Ce jour-là, Usher décida de confronter Didi en privé. Il lui demanda frontalement « Qu'est-ce que tu fais à ces gamins ?» La réponse de Didi, selon lui, fut d'un cynisme glacial. « La même chose qu'on m'a faite, c'est comme ça que le jeu fonctionne. » Ce fut la dernière conversation sérieuse entre les 2 hommes. Usher expliqua avoir alors pris ses distances avec le magnate de l'industrie. Il ne voulait plus que son nom soit lié à ces histoires. Mais observer le lent effondrement psychologique de Justin Bieber raviva chez lui les blessures qu'il croyait enfouies. Il ne pouvait plus se taire. En 2018, alors que la vidéo controversée de Drink Champs circulait à nouveau en ligne, Usher dit avoir reçu un appel anonyme. Une voix menaçante au bout du fil lui dit « Dis-lui de fermer sa gueule ou on le fera pour lui ». Interrogé sur l'identité de cette voix, Usher leva les yeux vers la table de la défense et déclara simplement « Je crois que vous savez ». Puis, il aborda ce qu'il appelait le point de non-retour, une fête privée organisée en 2002 dans une villa secrète de Hollywood Hills. Selon son témoignage, l'invitation avait été faite sous prétexte de rencontrer un producteur européen. Mais à son arrivée, la réalité s'imposa rapidement. Pas de producteur, pas de discussion musicale, uniquement des lumières tamisées, des contrats à signer à l'entrée, des NDA toujours, et une sécurité omniprésente. Ce qui frappa Usher, ce n'était pas seulement l'ambiance, c'était les visages. Il y avait des gens connus, très connus, des visages jamais liés publiquement à Didi. Mais je les ai reconnus. Il refusa de donner des noms, expliquant que si le procès avançait, d'autres viendraient à leur tour témoigner. La scène la plus inquiétante survint lorsqu'il tenta de quitter les lieux plus tôt que prévu. Un homme qu'il ne connaissait pas lui barra le passage et l'amena dans une pièce à part où Didi l'attendait. « Tu n'es pas encore prêt », lui aurait-il dit. « Tu crois encore que c'est une question de musique, c'est bien plus que ça. » Usher quitta la fête, et il ne retourna jamais à une autre organisée par Didi. La suite de son témoignage se concentra sur les pratiques contractuelles de Bad Boy Records. Pour la première fois, Usher rendit public des courriels internes et des brouillons de contrats. On y apprenait qu'il avait signé un accord de développement à l'adolescence l'engageant pour 5 albums, tout en cédant les droits sur ses enregistrements maîtres jusqu'à ses 35 ans. « Je ne savais pas ce que je signais », admit-il. « Je voulais juste chanter, mais il n'était pas seul. » Usher cita d'autres artistes enfermés dans des contrats similaires. Carl Thomas, Total, Black Rob, Craig Mack, tous, selon lui, attirés par des promesses de mentorat, puis rapidement écartés dès qu'ils devenaient moins utiles ou moins obéissants. Il évoqua un incident où un comptable privé lui envoya un fichier de royalties jamais versé pour un montant dépassant les 4,3 millions de dollars. Lorsqu'il confronta Didi, ce dernier aurait simplement ri et répondu « Si tu savais ce qu'on te doit vraiment, tu ne dormirais plus la nuit ». D'autres artistes, selon des documents versés au dossier, avaient accepté des accords de silence, troquant leur nom de scène ou le droit d'interpréter leurs propres chansons contre de petites sommes d'argent. Usher révéla même qu'il avait tenté, en 2011, de convoquer une réunion secrète entre anciens artistes de Bad Boy pour dénoncer publiquement les abus. La réunion n'eut jamais lieu. Quelqu'un a prévenu Didi, affirma-t-il. Le témoignage culmina lorsqu'il raconta avoir vu Didi ordonner la destruction de bandes démos et de vidéos appartenant à un jeune artiste qui avait menacé de parler. « Il a disparu », ajouta Usher. « Personne ne sait où il est, mais je me souviens de sa voix. Et je me souviens qu'il avait peur. » Le silence dans la salle devint total. La justice venait de changer d'échelle. Ce n'était plus le procès d'un homme, mais d'un système. Le poids du passé, de la survie au courage de parler, dans la dernière portion de son témoignage, Usher fut invité à répondre à une question simple mais terrible. Pourquoi avoir gardé le silence si longtemps? Sa réponse fut aussi déchirante que limpide, parce que je pensais lui devoir quelque chose. Je pensais que me taire, c'était rester reconnaissant. Mais on ne peut pas être reconnaissant pour un mensonge. Usher avoua que pendant des années, la culpabilité l'avait rongé. Non seulement pour ce qu'il avait vécu, mais aussi pour n'avoir pas su protéger d'autres jeunes artistes tombés dans les mêmes pièges. Il parle de la peur constante de perdre sa carrière, son nom, sa dignité. C'était toujours une question de levier. Et Didi avait tous les leviers. Il révéla qu'en 2016, après la réapparition en ligne d'un extrait vidéo de l'émission Drink Champs, où Didi tenait des propos ambigus, il avait tenté une dernière fois de confronter son ancien mentor. Mais son initiative fut bloquée net par l'équipe juridique de Didi. Ce qui bouleversa le plus la salle fut la lecture d'un extrait d'un journal intime, écrit la nuit où Usher décida de quitter définitivement l'influence de Didi. Le texte disait « J'ai survécu à Puffy. Mais est-ce que l'enfant en moi a survécu? Je ne le sais toujours pas. »
Face au tribunal, au public en ligne, aux jeunes artistes regardant cette affaire avec effroi et espoir mêlés, Usher s'adressa enfin « Ce n'est pas juste l'histoire d'un homme, c'est un système entier qui a appris à des gamins comme moi à se taire, à marcher droit, à ne jamais remettre en question les mains qui les nourrissaient. » Puis, la voix chevrotante mais le regard droit, il ajouta « Mais je suis là maintenant, et je n'ai plus peur, pas pour moi, parce que moi, j'ai survécu. Je le fais pour ceux qui n'ont pas pu. » À ces mots, le silence dans la salle fut plus fort que tous les cris. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. Pour la première fois, la justice et l'opinion publique furent confrontées à une autre facette de la réussite musicale. Celle des traumas silencieux, des contrats piégés et des carrières ne façonnées par la peur et l'abus. Ce n'était plus seulement l'histoire d'Usher. C'était l'histoire d'une génération entière d'artistes qui, derrière les disques de platine, avaient combattu dans l'ombre pour conserver leur intégrité. Puis vint la révélation finale. Au sommet de sa carrière, peu après la sortie de 8701 en 2001, Usher disparut brièvement de la scène médiatique. Les fans pensaient à un simple repos, une pause dans une tournée trop intense. Mais dans le tribunal, il révéla qu'il avait été interné discrètement dans un centre de santé mentale en Californie du Nord, sous un faux nom. La cause ? Un effondrement psychologique dû à des traumatismes non résolus. Il raconta avoir été pris de violentes crises de panique après ses 20 ans, déclenchées par des bruits, des lumières ou même certains parfums, comme celui d'une bougie spécifique qu'on utilisait souvent dans les appartements de Diddy. Je suis entré dans un hôtel à New York et j'ai senti ce parfum. Mon corps s'est figé, j'ai tremblé, je ne pouvais plus respirer. Il fut hospitalisé pendant 5 jours. Là, il confia au psychiatre « J'ai vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir ». Le diagnostic tomba, trouble de stress post-traumatique, TSPT. Il lui fallut 2 ans de thérapie pour retrouver un sommeil stable, sans cauchemars récurrents. Et pourtant, il savait que ce qu'il avait vécu n'était pas unique. Il laissa entendre que d'autres jeunes artistes, passés par la même structure, avaient vécu des expériences similaires. J'ai eu la chance d'avoir les moyens pour me soigner, les autres non. L'un s'est drogué, l'autre a tenté de se suicider. Un troisième a juste disparu. Quand on lui demanda pourquoi il n'avait pas raconté tout cela plus tôt, il répondit sans détour « Parce que personne ne m'aurait cru. En 2001, Puffy était intouchable, et moi j'étais juste le gamin à la belle voix. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Le climat a changé. L'heure est venue d'écouter. La salle d'audience resta figée, non seulement par les mots, mais par les implications profondes. Que derrière chaque Grammy Award, chaque standing ovation, chaque tube de l'été, se cache peut-être un combat intérieur, une blessure invisible, un silence imposé. Avec ce témoignage, Usher n'a pas seulement déposé contre Diddy. Il a rompu une chaîne générationnelle de peur, une culture de la domination et du silence. Il s'est levé pour lui-même, pour Justin, pour tous ceux qui n'ont jamais eu la possibilité de parler. Et le monde entier l'écoute enfin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre attention, votre temps et votre engagement comptent énormément pour nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, enquêtes et témoignages exclusifs. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage est une source de motivation immense pour notre équipe. Votre soutien est ce qui nous pousse à continuer à révéler ce que d'autres préfèrent te cacher. Alors, si cette histoire vous a touché, interpellé ou même choqué, dites-le nous dans les commentaires et surtout, abonnez-vous. Ensemble, faisons entendre les voix que l'industrie a longtemps voulu faire taire. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo percutante. Explosion.